L'éducation est le dossier de cette édition. Le pays de l'enfant roi est-il en train de changer de cap? Le modèle éducatif suédois est en effet ébranlé. De quoi? C'est vrai ça, comment on doit éduquer nos enfants? Bonne question. Tu penses qu'on doit baser l'éducation sur le seul désir de l'enfant? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on doit les laisser faire ce qu'ils veulent quand ils veulent? Je sais pas, bonne question. On va téléphoner à Mélina. Oui, dis, Mélina, on a une question. Ok, on arrive. Bon, c'est quoi cette question cette fois-ci? Bah en fait, avec Léa, on se demandait comment éduquer nos enfants. Est-ce que toi, tu sais? Bah non, Laura. Et si tu veux, on peut faire ta recherche ensemble. D'accord, allez, viens Léa, on y va. Oh, attendez, je pense que j'ai trouvé un truc intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est un pédagogue anglais qui s'appelle Alexander Sutherland Nail. Et en quoi il est intéressant? Bah, il a une façon de faire un peu différente des autres. Et en quoi elle est différente? Bah, j'ai pas encore vraiment regardé, mais je pense qu'on peut d'abord s'intéresser à qui il est et peut-être qu'on comprendra mieux ce qu'il fait. Bonne idée. Bon, bah, après 3 jours, je pense qu'on a les infos dont on a besoin, non? Ouais, c'est vrai, je pense qu'on peut passer aux explications. Allez, on y va. Je vais donc commencer par vous présenter Alexander Sutherland Nail, qui est un pédagogue né en 1883 en Écosse. Il vient d'une famille où les deux parents sont instituteurs et son papa est même directeur d'une école, ce qui explique l'éducation un peu stricte qu'ont reçue les enfants. Neil vient d'une fratrie de 13 enfants dans laquelle il est surnommé l'enfant terrible. Mais pourquoi est-il surnommé l'enfant terrible? Bonne question, Mélina. Si Neil est surnommé l'enfant terrible, c'est parce que contrairement à ses frères, dont un est pasteur et l'autre médecin, il n'aime pas l'école et refuse de suivre les cours. Il préfère jouer avec ses camarades à la place. C'est également pour cela qu'à l'âge de 14 ans, il quitte le nid familial pour se rendre en ville où il travaillera dans un bureau. Travail qui ne tiendra pas bien longtemps car il s'y ennuie. À la place, il va retourner à la maison pour se trouver un travail de livreur qui ne lui plaira pas non plus puisqu'il va finir par l'arrêter. C'est pourquoi son père lui propose pour ses 15 ans de rentrer dans son école en tant qu'élève instituteur pour suivre le même chemin que lui. Il sortira dernier de sa promotion en étant diplômé et fera la promesse de ne jamais enseigner quoi que ce soit. Promesse qui malheureusement ne tiendra pas. Puisqu'il fait la promesse de ne jamais enseigner, que compte-t-il faire? Question très pertinente aussi de Léa. Si Neil promet de ne jamais donner cours, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il continue son parcours scolaire en allant à l'université d'Édimbourg où il entreprend un cursus sur l'agriculture qu'il abandonnera ensuite pour aller en lettres. Il se fait tellement en lettres qu'il devient rédacteur en chef de la revue de l'université. En 1915, il devient directeur d'une école et cette même année, il tient un journal qu'il nomme le journal d'un instituteur de campagne dans lequel il explique sa vision de la pédagogie. Il part ensuite dans la ville de Londres pour enseigner. Là-bas, il se fait un ami, un psychothérapeute du nom de Homer Lane, qui dirige une institution pour enfants délinquants. Neil commence également à devenir petit à petit très connu et à donner des conférences sur l'autoresponsabilité dans les écoles. Il s'implique dans un mouvement pour une nouvelle éducation qui est très critiqué et lui vaut le nouveau surnom de l'enfant terrible de la pédagogie extrémiste en Angleterre. En 1947, Alexander Neil devient papa de la petite fille la plus libre du monde qu'il a appelée Zoé. En 1960, il sort un livre, Libre enfant de Summerhill. Dans ce livre, il raconte l'éducation qu'il donne aux enfants qui viennent suivre des cours dans sa propre école qu'il a créée et qui s'appelle Summerhill. Malheureusement, en 1973, Neil vient à mourir, mais l'école continue d'être active car c'est sa fille Zoé qui y devient directrice. Je laisse donc maintenant la parole à Léa qui va vous présenter la pédagogie d'Alexander Sutherland Nail. Dans sa pédagogie, Neil veut se concentrer sur les désirs et émotions de l'enfant. Il revoit la manière de faire l'éducation car il pense que la Première Guerre mondiale est causée par des méthodes d'éducation qui étoufferaient la personnalité, ce qui aurait pour effet de créer des tensions chez les individus qui s'exprimeraient donc par la cruauté et la haine. Pour exprimer ses idées, il devient rédacteur en chef de la revue Air Nouvelle, qui est une association regroupant les différents mouvements de réforme pédagogique visant à créer une nouvelle fraternité démocratique, et il finit par arrêter sa revue car ses idées ne faisaient pas l'unanimité. Au niveau des relations avec d'autres pédagogues, Neil ne s'entend pas avec Montessori, car il trouve que sa méthode est trop scientifique et qu'elle ne prête pas assez attention aux émotions des enfants, car elle serait trop ordonnée et trop didactique. De plus, il critique aussi la nouvelle méthode pédagogique suggérée par Coué. Celle-ci consiste à imposer aux enfants certains comportements, attitudes, valeurs, morales que Neil juge absurdes.
Ces idées sont à l'opposé de celles de Neil, car d'après lui, avec cette méthode, on impose un idéal à l'enfant et on lui impose de ne pas faire confiance à ses instincts profonds comme l'interdiction de fumer, de danser, d'aller au cinéma, etc. En revanche, il a été grandement influencé par Lane au niveau des idées de liberté, de la foi en la bonté originelle de l'individu, que le monde est bon, que c'est l'éducation qui le rend mauvais, et qu'il est nécessaire de faire du bonheur le but de l'éducation, et d'accorder une place primordiale aux émotions. C'est Lane et son école, Little Conway, qui vont influencer pour la fondation de sa propre école. Nancy Galbraith est un grand psychanalyste qui a beaucoup influencé Alexander. Il s'entend particulièrement sur la critique de la société et sur le refus du concept de sublimation. Il va d'ailleurs utiliser des techniques psychanalytiques pour travailler avec des enfants, car pour lui, l'enseignement devient une sorte de psychanalyse. En effet, il a un projet qui consiste à changer l'individu afin de changer la société. Il veut donc former des esprits qui questionneront, détruiront et rebâtiront tout. Neil va donc utiliser la dimension psychanalytique de parenté requienne, qui s'articule autour de l'idée qu'il est nécessaire à l'enfant d'épuiser son désir, s'il veut atteindre le bonheur et l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut accomplir le désir et non pas le sublimer. Il se base aussi sur le fait qu'il croit que l'homme est bon dès le début, et que c'est la société qui l'a rendu méchant par son attitude moralisatrice et castratrice. Donc, d'après lui, ça ne sert à rien d'enseigner aux enfants comment se comporter car ils apprennent le bien et le mal en temps voulu. Il ne faut exercer aucune pression sur eux. Mais en fait, Léa, j'étais en train de me demander comment on peut faire pour mettre en pratique la pédagogie de Neil au jour d'aujourd'hui. Très bonne question, Laura. Pour la mettre en pratique, nous pouvons utiliser le théâtre spontané. C'est une des activités qu'Alexander Neil aimait réaliser avec les enfants. C'est ce qui s'apparente à ce qu'on appelle de nos jours improvisation. Le but de l'exercice est de réaliser une mise en scène en fonction du thème ou d'une phrase donnée. Cet exercice est utile pour les enfants. Il transforme leur vivacité en atout et développe leur imagination. Les activités qui laissent ainsi de grands moments de liberté et de vie en communauté aux enfants développent leur autonomie. Celle-ci deviendra une qualité et une force quand les enfants grandiront. Je laisse donc maintenant la parole à Mélina qui va vous parler de l'école d'Alexander Neil. Alexander Neil fondera son école en 1924 et elle s'appellera Summerhill. Au début, elle n'a pas bonne réputation car elle accueille les enfants dits difficiles, mais ce ne sera pas pour autant qu'il va changer sa manière de faire. C'est ce qui d'ailleurs provoquera une indignation auprès de la population. Cette école aura beaucoup de problèmes financiers dès le début de sa création, mais ils vont réussir à la maintenir en place pendant quelques années. Elle peut accueillir une cinquantaine d'enfants qui, eux, sont issus de la classe moyenne, car en effet, leurs parents devront être assez riches pour payer des frais assez élevés. Et les enfants venaient aussi d'un peu partout dans le monde. Il y en avait qui pouvaient provenir d'Allemagne, d'autres de France ou encore du Japon. En revanche, les déficients mentaux n'y étaient pas acceptés. Passons à l'agencement de l'école. Celle-ci était composée de dortoirs à l'étage pour les enfants et d'une bibliothèque qui contenait de nombreux livres. Il y avait aussi des baraquements et des roulottes qui avaient pour fonction de servir de salle de classe et d'habitat pour les professeurs. Pour les activités, il y avait un atelier où il y avait un peu de bazar un peu partout, une piscine, des terrains de sport, ainsi qu'un parc et une serre. Cette école a la particularité de laisser la liberté aux enfants de faire ce qu'ils veulent. On y proposait différentes activités qui touchaient à l'art, aux travaux manuels et au théâtre. Pour ce qui est des cours, comme nous le connaissons aujourd'hui, ils n'étaient pas obligatoires, donc les enfants choisissaient d'y aller ou de ne pas y aller. Il n'y avait pas de programme spécifique à suivre, ni de méthode obligatoire à pratiquer. Les enseignants avaient plus un rôle d'aide aux enfants pour retrouver leur essence positive qui serait perdue à cause d'une éducation que Neil juge trop moralisatrice. Le reste des tâches administratives, comme l'engagement des professeurs, toute la paperasse, était dirigée par Neil. Mais du coup, leur journée Était-elle un minimum organisé ou faisaient-ils vraiment ce qu'ils voulaient? C'est une très bonne question. Même si les enfants avaient le choix de faire ce qu'ils voulaient de leur journée, il y avait quand même un certain planning. Donc les cours étaient donnés de 9h30 à 12h30 les jours de la semaine pour ceux qui le voulaient, et le reste de la journée était laissé en temps libre, tant qu'ils ne sortaient pas de l'enceinte du bâtiment et qu'ils n'entravaient pas à la liberté des autres. Ce sont plus les soirées qui sont organisées en activités. Le lundi et le jeudi soir, c'était le cinéma. Le mardi était consacré aux conversations sur la psychologie. Le mercredi et le vendredi soir
était pour les activités artistiques et le samedi soir était consacré aux assemblées générales. Alors les assemblées, ce sont les moments où sont décidées les règles de vie commune. Elles sont décidées par les enfants. L'âge n'avait pas d'importance lors des choix des règles et ce sont eux qui devaient également veiller à ce que tout le monde les respecte. Dans le cas contraire, celui qui ne les respecte pas devait passer devant un tribunal, lui aussi choisi pendant les assemblées. Même si les enfants ont la liberté de faire ce qu'ils voulaient, il y avait tout de même des petits interdits comme les baignades sans surveillance, ainsi que les relations sexuelles. Neil précise d'ailleurs que les relations sexuelles sont interdites plus à cause de l'opinion publique. Après ceci, l'école fermera ses portes définitivement plus tard, après la mort de Neil, à cause de problèmes financiers et du choix de l'administration. Enfin, c'est fini. Les recherches étaient si longues. Mais au moins, maintenant, on sait comment faire. Par contre, prochaine question, c'est mort, c'est sans moi. D'accord.